Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi 21. Je suis en compagnie d'Aurélien Attard. Bonsoir Aurélien. Bonsoir mon cher Clément. Aujourd'hui on va inaugurer un nouveau format, on va faire une review de Grand Prix et pour fêter l'événement on va faire une review du back-to-back qu'il y a eu dernièrement, c'est-à-dire à la suite Exactement. le Grand Prix de France, le Grand Prix d'Autriche et le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc on va revenir sur les trois courses séparément, sur l'incidence de ces trois courses sur le championnat actuel. Et on parlera du Grand Prix de France en détail, d'une part parce que c'est notre événement national et ça fait plaisir qu'il soit de retour au calendrier 10 ans après. Et d'autre Tout part, à fait. puisque mon cher Aurélien, en tant que membre éminent du Max Sport Auto, tu as couvert l'événement. Exactement. De vendredi à dimanche, j'étais présent aux abords du circuit Paul Ricard et donc j'ai pu vivre cet événement vraiment de l'intérieur. Donc ça tombe bien puisqu'on va d'abord commencer par le Grand Prix de France. Alors parle-nous un peu de la course de l'intérieur. Comment est-ce que tu as vécu ce week-end de Grand Prix qui était le retour de la F1 10 ans après et le retour au Paul Ricard 25 ans après? Ah ben, en un seul mot, c'était magique. J'ai vraiment vécu ça. Enfin, quand j'étais justement sur la piste, je me sentais 10 ans en arrière au moment de regarder le Grand Prix de Manicourt devant TF1 avec la même excitation, le même stress. Enfin, j'étais vraiment comme un gamin, j'étais heureux. Et après, les à côté, en ne parlant pas de la course en elle-même, les à côté, c'était pas vraiment ça. Voilà. C'était justement c'est les à côté qui m'ont un peu fait redescendre sur terre. Euh, je parle notamment des embouteillages monstres pour venir sur le circuit. Vendredi, c'était vraiment infernal. Je suis parti très tôt de chez moi, j'habite même pas une demi-heure du circuit, et j'ai dû mettre, je sais pas, 4-5 heures pour me rendre sur le circuit. Bah déjà, est-ce que tu peux nous rappeler, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas de la région du Castellet, la situation géographique du circuit, à quel point c'est particulier comme circuit, c'est sur un plateau? Oui, oui, tu as raison, c'est sur un plateau, c'est isolé en fait entre Marseille et Toulon. Mhm. Il y a genre 1 heure de route entre Marseille et Toulon, et au milieu, bercé, entouré de routes départementales, le circuit du Castellet. Et donc justement, comme c'est des routes départementales qui entourent le circuit, ben, il y a genre une seule voie de circulation et très peu de routes. Une ou deux routes qui donnent accès au circuit, me Mhm. semble. Donc du coup, il suffit que des dizaines de milliers de personnes prennent la route en même temps pour que ça bouche très très rapidement. Et puis là où, par exemple, à Manicourt, certes, c'était aussi des routes départementales, mais de mémoire, pour y être allé, il y avait au moins 6 routes différentes qui abreuvaient le circuit. Donc c'était beaucoup plus simple. Et le camping étant directement collé au circuit, là, on n'avait plus de déplacements pendant le week-end. Là, les déplacements étaient tous les jours et c'est un problème que devront régler les organisateurs dans les 4 années restantes du contrat pour l'instant. C'est ça, c'est exactement ça. Euh, le samedi, c'était nettement mieux déjà. En fait, ce que les organisateurs ont fait entre le vendredi et le samedi, c'est qu'ils ont décidé d'ouvrir tous les parkings en même temps. C'est-à-dire, vendredi, ils avaient ouvert les parkings les uns après les autres. Ils ont attendu que chaque parking se remplisse pour ouvrir le suivant. Grosse erreur. Donc le samedi et le dimanche, c'était un peu mieux. Bon, il y avait toujours des embouteillages, mais bon, tant qu'il n'y a pas deux voies de circulation ou une autre route, ce sera toujours pareil. Euh, que dire d'autre? Bah, si on parle du circuit en lui-même, alors le tracé a été décrié par beaucoup de pilotes après le week-end. C'était quelque chose qui était attendu finalement que ça soit décrié, puisque lors de l'annonce en décembre 2016 de comment allait être le tracé, il y avait deux virages qui finalement choquaient légèrement. C'était déjà le premier virage où le chemin choisi était le plus serré au lieu de prendre le plus large, Tout à donc fait, celui où oui. on avait le moins de vitesse, et surtout de couper l'immense ligne droite du Mistral qui fait normalement 1,8 km de long, qui est la deuxième plus longue du calendrier derrière celle de Bakou, en deux lignes droites de 900 mètres avec une chicane au milieu. Et le problème du Castellet, et là je pense que toi tu l'as vécu et tu vas pouvoir nous en parler, c'est que c'est un circuit d'essai, il y a beaucoup de tracés différents et c'était très compliqué, nous visuellement à la télé, de se repérer sur quel tracé était le bon. Exactement, il y a plus de 100 configurations différentes sur le circuit. Alors que bon, c'est un circuit de 5 km, c'est assez énorme. Et donc ouais, quand t'es sur place, tu te rends pas compte en fait à quel point
il y a tu sais, des petites variantes sur la Tout à piste. fait. C'est vraiment quand tu regardes à la télé, quand c'est filmé de très loin ou en hauteur, que tu vois. Le plus choquant étant bien sûr dans la ligne droite du Mistral avec la chicane qui doit avoir 6 ou 7 configurations différentes. Et j'ai eu la chance du coup de parler à des pilotes après la journée d'essai du vendredi. Et en fait, bah, je leur ai posé la question de la chicane, savoir si ça les dérangeait au moment de trouver le point de freinage, étant donné qu'il y a plusieurs chemins possibles. Et bah, en fait, j'étais assez surpris parce qu'ils m'ont répondu que c'était assez facile en fait pour trouver son point de repère. Alors moi j'ai entendu, il y a deux pilotes qui ont eu un premier tour difficile. Il y a eu Sergio Pérez qui a dit que sur le premier tour il avait eu un temps de latence. Et Lewis Hamilton qui a dit que sur le premier tour aussi il avait un temps de latence. Mais c'est les deux seuls effectivement qui s'en sont plaints. Après c'est vrai que c'était pas télégénique comme virage, clairement. On n'y comprenait pas grand chose à la télévision et ça a coupé complètement le spectacle, puisqu'au lieu d'avoir une immense ligne droite de 1800 mètres avec une zone DRS en plein milieu, on a fait deux petites zones de 900 mètres où finalement les dépassements étaient beaucoup plus compliqués. Où c'est assez dommage d'avoir gâché cet atout du Paul Ricard là, et du coup le dernier virage, enfin le virage du Mistral juste après la ligne droite, devient complètement différent par rapport à s'il était passé à 320 ou 330 km/h. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, mais Ocon a soulevé un problème qui est assez intéressant, c'est-à-dire que si tu supprimes la chicane du Mistral, euh, comment tu peux négocier la courbe après si tu as encore le DRS qui est activé, un peu comme le premier virage à On Silverstone. va en reparler de ce virage-là à Silverstone, effectivement, mais Voilà, c'est une problématique et c'est un aspect technique que eux doivent régler. C'est des pilotes de haut niveau et il faut leur donner du challenge. Et bon, c'est. bien sûr, bien sûr. Alors tu as la solution du coup de faire comme à Silverstone et donc de couper manuellement ton DRS avant la courbe de signe du coup qui Hmm. suit la ligne droite du Mistral. Mais bon là, comparé à Silverstone, les vitesses ne sont pas du tout les mêmes. Là, tu vas être minimum à 350 en bout de ligne droite. Donc il suffit qu'il y ait un problème, le DRS ne veut pas se refermer, alors tu rates le bouton et ça peut être la catastrophe. Et tout à fait. On va parler aussi d'un autre point. Alors, la F1 a été reprise depuis un an par des nouveaux propriétaires. Jusqu'à il y a peu encore, moi, pour avoir été au Grand Prix de Belgique 2014, le village F1 était assez pauvre, les animations étaient assez faibles. On avait deux trois boutiques des plus grosses écuries. On avait une fan zone où il y avait deux trois simulateurs, mais c'était pas plus que ça. Est-ce que là, tu as vu vraiment un espace dédié aux fans, un accès assez important, peut-être pas autant qu'au Mans, mais quelque chose déjà qui permettait aux fans de se sentir intégrés dans l'univers de la F1 et pas simplement spectateurs d'une course automobile. Pas vraiment. Alors si tu veux avoir une réponse honnête, Ah, il faut une réponse honnête. franchement, il faut une réponse honnête bien sûr. C'était bien quand même, il y avait plusieurs trucs, mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Alors il y avait une espèce de façade représentant un village typique provençal des années 50, donc avec des maisons très colorées. Et au milieu de cette scène, il y avait des voitures des années 50, 60, 70, Le fameux 80. French cliché. Exactement, du style une R5 ou alors une A110, des trucs comme ça. Bon, c'était assez sympa. Mais bon, du coup, enfin, je voyais pas trop le rapport avec la F1. Ensuite, au cœur du F1 Village, euh, il y avait, bon, évidemment, la boutique qui est étonnamment très très grande. Et il y avait des produits dérivés pour toutes les équipes, même des produits dérivés Pirelli. C'était assez sympa, même si c'était hors de prix. Il y avait aussi une boutique Senna avec bon, des miniatures, des casquettes, des t-shirts. C'était assez sympa. Et il y avait même aussi la Lotus Santé de 87 qui était exposée juste à côté de la boutique. D'accord. Ouais, Ça a ouais, dû faire ouais, plaisir à ton petit cœur d'historique, ça. bien sûr, j'étais ravi. Il y avait quoi d'autre? Ouais, des simulateurs, mais bon, c'était pas vraiment des simulateurs, c'était en fait un- je sais pas comment appeler ça. Enfin, il y avait une espèce de siège baquet avec un volant et bon, tu jouais à F1 2017. Hmm. Et, et je crois qu'on a fait le tour en fait. D'accord. Ouais, On a donc fait le tour. finalement, malgré l'arrivée des nouveaux propriétaires il y a maintenant à peu près un an et demi,
Bon, et l'évolution est encore en cours. Il y a du mieux, mais c'est pas encore totalement Oui, ce qu'on ouais, c'est attendait. pas. Mais il faut savoir aussi que le circuit Paul Ricard dispose aussi de sa propre piste de karting Ah, et de ses propres simulateurs. Donc d'accord. c'est indépendant de ce que la F1 amène. Donc ça, j'ai pu tester. Hmm. Euh, c'est nettement plus sympa. Notamment leurs simulateurs, bon, ils sont moins nombreux bien sûr, mais pour le coup, c'est des trucs sur Vera. Et comme on jouait sur Air Factor, il me semble que c'était la simu, on pouvait conduire sur la piste du Castellet. Évidemment, quand tu joues à F1 2017, t'as pas le circuit. Et le kart aussi, c'était très sympa. J'ai fait quelques tours de roue entre les essais libres 1 et les essais libres 2. Et au final, la piste de karting est comme la grande piste de Formule 1 avec des bandes multicolores et un circuit un peu vallonné. C'était très sympa. Oui, parce qu'il faut rappeler que l'aspect de ce circuit, c'est parce que Bernie Ecclestone l'a racheté dans les années 2000 pour en faire un circuit d'essai pour la F1. Et donc c'est pour ça que c'est le circuit qui a l'air le plus moderne en termes de sécurité, avec peut-être Yas Marina aux Émirats Arabes Unis, puisque Oui, c'est lui qui a donné tout l'héritage en termes de sécurité et d'aspect d'éclairage de tous les circuits qui sont arrivés après lui, qui sont arrivés après dans les années 2000, bien fin des années sûr, 2000, début des années 2010. bien sûr. Et il faut savoir que le circuit du Paul Ricard possède son propre système d'arrosage de la Tout piste, à fait. par exemple. Mais c'est un circuit fait pour le spectacle. Et si on parle de Oui, la oui, course, justement, le spectacle, il n'y en a pas trop eu. Alors, il y a eu du spectacle dans le premier tour, un accrochage entre Vettel et Mercedes. On va en voir souvent des accrochages entre Mercedes et Ferrari, on va en reparler de ça. Et puis surtout, French Connection, Grosjean, Ocon, ah Gasly, oui. l'incroyable Et, imbroglio entre et Français. un peu de Leclerc dedans aussi. Il faut pas l'oublier que l'origine C'est Charles part de Leclerc qui Leclerc. tasse Romain Grosjean, qui vient tasser Esteban Ocon. Deux virages après, Esteban Ocon rentre dans Pierre Gasly. C'est un Oui, peu. Bon, c'était de la francophonie ce premier tour. Et malheureusement, ça n'a pas donné forcément une bonne image de nos tricolores, alors qu'on n'avait pas eu un Grand Prix de France à la télé depuis 10 ans. Pour le lambda qui regardait le Grand Prix, voir Ocon, Gasly et Grosjean dans des mauvaises situations au premier tour, ça n'encourage pas forcément la F1 en France. ah, mais je suis complètement d'accord. Et c'est surtout leur réaction. Je peux comprendre qu'ils soient chauds et qu'ils soient très déçus de ne pas avoir performé à domicile, mais je parle notamment des déclarations de Ocon et Grosjean qui, bon, n'avaient vraiment pas lieu d'être. Oui, tout à fait. Ce qui est dingue en plus, c'est que ces réactions ont lieu pendant que la course continue pour Esteban Ocon et que on sent un sentiment. En fait, il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il se passe, et il se rend plus ridicule qu'autre chose, alors que c'est pas forcément le plus fautif du lot. Donc c'est dommage, il écorne un peu son image qui était jusqu'à présent de quelqu'un de très propre et qui prenait l'ascendant psychologique sur les autres, notamment sur son coéquipier Sergio Perez l'an dernier. Et là, il a un peu craqué lors de son Grand Prix national. Alors peut-être que c'était aussi la pression de courir à la maison, que c'est la première fois pour ces gars-là que ça arrive, même pour Romain Grosjean, c'est la première fois que ça arrive. Exact. Et ils l'ont pas supporté. Mais c'est toujours dommage d'avoir deux abandons dès le premier tour et que sur les trois abandons au final, enfin sur les quatre si on compte celui de Lance Stroll, sur les quatre abandons, on est finalement deux Français. C'est un peu Ouais. dommageable. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Après, bon, au final, je trouve que les médias en ont tellement fait, on en fait des tonnes ils ont mis une pression monstre sur les épaules de Gasly, Ocon et Grosjean Tout que, à fait. au final, c'était presque obligé que ça arrive, que, que les deux se rendent dedans ou qu'il y ait un Surtout accrochage. sur Gasly, après sa formidable quatrième place à Bahreïn, il y a une espèce de hype qui s'est construit autour de lui. Alors c'est un très bon pilote, mais c'est sa première saison en F1 dans une écurie qui est une écurie junior avec un moteur qui a pas fonctionné pendant 3 ans chez McLaren, le Honda. Et il réussit une super performance à Bahreïn et depuis on l'établit comme le nouveau prodige, peut-être aux dépens d'Esteban Ocon. Et à ce moment-là, peut-être que ça a vrillé pour lui comme pour Ocon, t'as raison. Et puis ça a fait ce que ça a donné. Et c'est dommageable pour le Grand Prix de France. On n'aura que 4 Grands Prix sur TF1 cette année. Il y en a déjà 2 de passés, Monaco et la France. Et en France, ils se sont rendus un peu ridicules. Exactement, et en plus, tu sens que Gasly il a du mal à résister à la pression. Je pense notamment au dernier tour du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2016 quand il était encore en GP2.
où il avait perdu le leadership dans les derniers virages au profit de Giovinazzi, son équipier, qui le harcelait depuis plusieurs tours déjà. Et Je sais pas si tu t'en souviens. alors, ouais, tout à fait. Et pourtant, c'était quelque chose qui semblait avoir soigné en 2017. Parce que lors de sa saison en Super Formula, donc lorsqu'il était au Japon pendant un an dans l'attente d'un baquet de F1, il avait très bien résisté aux vieux briscards que sont les Lotterer, les Nakajima, les Kobayashi. Et il s'était imposé 2 fois dans la saison, notamment une fois en montant de la 4ème à la première place en quelques tours et en imposant sa poigne. Et il semblait être un peu sorti de ses travers de jeune qui, effectivement, comme tu le dis, est un peu plus fragile mentalement. Et finalement, cette année, il y revient. Alors après avoir fait un boulot énorme à Bahreïn, et c'est quelque chose qu'on lui enlèvera pas, et c'est peut-être une des plus grosses perfs de l'année, Bien sûr. avec ce qu'a fait Charles Leclerc à Bakou, mais et ce qu'il est en train de faire d'ailleurs sur plusieurs circuits. Mais actuellement, c'est vrai qu'il subit un peu le contre-coup de ce moment-là et de toute la hype qui est derrière. On a commencé à le voir sur France TV, des choses comme ça, dans Stade 2. Et peut-être qu'aujourd'hui, il le paye. Et c'est dommage qu'il ait payé en France, mais ça n'a pas été le seul accrochage. Après, on peut parler aussi de l'accrochage entre Vettel et Bottas. C'est pourtant deux pilotes expérimentés. Et Sébastien Vettel qui fait une erreur qui est incompréhensible quand tu es dans l'optique du championnat. Ouais. Mais pour le coup, Vettel est coutumier du fait. Tout à fait. J'ai un avis bien tranché là-dessus, mais par exemple, je pense qu'il était en partie responsable, si ce n'est totalement responsable, de l'accrochage au départ à Singapour l'an dernier. Celui de l'année dernière à Singapour, c'est le seul fautif, puisque lorsqu'on regarde les trois on-board, Verstappen garde sa ligne, Raikkonen défend sa ligne, et Vettel arrive et voit les deux, puisqu'il est légèrement derrière au départ, et arrive d'une façon complètement improbable, et se jette sur les deux, et crame la course des trois pilotes au premier virage. Donc c'est totalement Vettel là-dessus, ça on est complètement d'accord, et effectivement, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il y a eu en Turquie avec Mark Webber en 2010, où c'est encore lui. Alors c'est pas au départ, mais c'est un moment d'impatience en pleine course que quand t'es un mec de sa trempe, tu dois savoir gérer théoriquement. Et aussi le départ du Grand Prix du Brésil 2012, où il y a la lutte avec Tout Alonso à fait, pour tout le à titre. fait, tout à fait. Oui, dès le troisième virage, enfin le quatrième si on compte que les S de Senna il y a 3 virages, dès le quatrième virage, il se retrouve dans une position très inconfortable et il a failli perdre le championnat sur un tête à queue. Je suis complètement d'accord. Donc si on... Bon alors, voilà, si vous l'avez compris, ce Grand Prix de France, on va pas en parler plus que ça parce qu'il nous a pas passionné, il s'est pas passé grand chose. On retiendra le fait qu'il y a les deux Renault dans les points, à domicile c'est toujours sympa. Le fait que Charles Leclerc ait encore terminé dans les points, et ça on va reparler après par rapport à Ferrari, et ça commence à chauffer. Et pour le reste, pas grand chose dans ce Grand Prix, quelque chose d'assez décevant, que ce soit à la télé ou même en direct. Oui, oui. Très soporifique en fait, hein. Même si, bon, en salle de presse, c'était assez agité, au final, les 1h30 sont passées très rapidement. Ouais, c'est peut-être un des Grands Prix les plus soporifiques avec Monaco qu'on ait connu cette année. Dans une saison qui pourtant n'en comporte pas beaucoup. Là c'est vrai que... Donc on va passer ensuite au deuxième Grand Prix de ce back-to-back-to-back. C'est le Grand Prix d'Autriche. Alors là, lorsqu'on arrive en Autriche, donc évidemment tension entre Mercedes et Ferrari par rapport à cet accrochage. Les questions de transfert qui commencent à se poser. Est-ce que Ricardo continue chez Red Bull? Est-ce qu'il part chez Mercedes? On ne sait pas trop. Qu'est-ce que va faire Charles Leclerc? Ça commence à pousser puisque ça fait plusieurs fois qu'il rentre dans les points. Les Red Bull arrivent un peu inconnus puis se montrent très performantes finalement à domicile. Donc on arrive finalement dans un Grand Prix qui cristallise pas mal de tensions à tous les niveaux du paddock et surtout chez les favoris. Bien sûr, mais en fait, ce Grand Prix d'Autriche est véritablement aux antipodes du Grand Prix de France 5 jours avant. Tout à fait, que ce soit avant la course ou pendant la course, puisque pendant la Bien course, sûr. on connaît une situation qu'on n'a pas vue souvent, mais c'est Mercedes qui a complètement paniqué. Oui, Donc oui. on est au 13e tour de course, Valtteri Bottas perd l'hydraulique de sa voiture, Ce qui est très rare aussi pour une Mercedes. et ce qui est très rare pour une F1 moderne d'ailleurs, de manière générale, l'hydraulique, à part sur les moteurs Honda, mais bon, Oui. on ne se refait pas. Mais bon, c'est un cas à part. C'est exactement, c'est un cas à part. Mais à part sur ces moteurs-là, sinon, il n'y a pas vraiment de problème électronique. Et donc, Bottas, après avoir fait toute une ligne droite au ralenti, sort finalement. Les favoris sont à ce moment-là à 4 virages
donc c'est pas tant que ça sur le Grand Prix d'Autriche qui est l'un des plus courts de la saison, mais à 4 virages de l'entrée des stands, tous les leaders décident de s'arrêter sauf un, Lewis Hamilton. Et là, incrédulité. Qu'est-ce que Exact. t'en as pensé de ce moment-là, toi? Euh, bah, en fait, quand bon déjà j'étais très énervé qu'ils décident de sortir la voiture de sécurité virtuelle Non, mais plutôt que la vraie voiture de un sécurité. jour, il faudra qu'on fasse un débat sur qu'est-ce que la voiture de sécurité virtuelle. Je pense qu'on le fera parce que on a tous les deux le même avis là-dessus et c'est quelque chose qui tue partiellement le spectacle en F1. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, quand la VSC, donc voiture de sécurité virtuelle, est sortie, je m'attendais pas à ce que tout le monde s'arrête. Il faut savoir que c'était donc au 14e tour, Ça, qu'il y a 71 tours à faire. on entrait dans le Euh, 14e sur un circuit qui fait que 4 km, donc c'était et oui. rien du tout. Et surtout, ouais, Il y avait, 40, il y exactement. Et avait surtout, ouais, une cinquantaine de kilomètres de fait, c'était rien. c'est ça. Et surtout sur un circuit où Pirelli avait prévu un seul arrêt pour la stratégie la plus rapide. Tout à fait, ouais. Donc du coup, quand j'ai vu Hamilton ne pas s'arrêter, ben, c'était somme toute logique. Mais quand j'ai vu Vettel, euh, Verstappen, Raikkonen, Ricciardo et tout le peuple s'arrêter, voilà, bon, là je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Comme en Australie, Mercedes vient de jeter la victoire à la poubelle. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, alors tu l'as très bien dit, c'est pendant les 4 premières années de domination Mercedes, on était habitué à peut-être une erreur de stratégie par an maximum. Cette année, depuis le début de la saison, c'est déjà la deuxième grosse erreur de stratégie dans la même situation, à chaque fois sous VSC, où ils ne rentrent pas à temps, où ils se font complètement déborder par Ferrari et par Red Bull cette fois-ci, parce que Red Bull était assez proche. Est-ce que finalement, Mercedes, à force d'être trop fort, ne s'est pas reposé sur ses lauriers avant cette course? Ah mais c'est exactement ça, hein. Tu sais, quand ça fait X saisons que tu es au top, ça peut t'arriver de négliger certains aspects, notamment la stratégie. Et ce Grand Prix qui est allé de mal en pis après pour Mercedes, puisque au 62e tour, Hamilton a un problème de pression d'essence et doit lui aussi abandonner. Et on se retrouve finalement avec une situation où, alors Ricardo avait abandonné aussi, mais les deux Mercedes, parmi les 6 favoris, 3 abandons, dont 2 Mercedes. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui laisse un champ libre absolu à Verstappen et surtout à Ferrari dans l'optique du championnat. Oui, ah bah oui, là, c'était une grosse aubaine pour Ferrari d'ailleurs. Ça m'a étonné qu'il ne switche pas la position entre Vettel et Raikkonen dans le dernier tour, surtout qu'on était en Autriche en Et surtout, plus. quand j'allais te poser la question, est-ce que tu penses que ça n'aurait pas été malvenu de le faire en Autriche Ah peut-être, 16 ans après le changement de position entre Barrichello et Schumacher qui avait fait tant de polémiques? peut-être. Mais c'est fort possible. Peut-être que si on était sur un autre circuit, ce serait permis. De toute façon, Ferrari se cache pas. C'est pas la première fois qu'ils font ce genre de manipulation, si j'ose dire. Hmm. Mais bon, pour le show, pour le spectacle, c'est mieux qu'il ne l'ait pas fait. Donc du coup, que Raikkonen ait fini deuxième et Vettel 3. Et donc ouais, du coup, panique à bord dans le crâne Mercedes qui viennent de perdre la tête du classement pilote et du classement constructeur, chose qui n'était pas arrivée, c'est-à-dire, je sais même pas si c'est déjà arrivé depuis 2014 Alors que je pense Mercedes ait que perdu en la... début 2015, lorsque Vettel remporte la deuxième course en Malaisie, il est devant au classement. Euh, Oui, mais il, c'est assez tôt dans la saison, tu il me vois. semble, mais c'est après 2 courses effectivement. Et le seul moment réellement où en fait ils ont été inquiétés dans la saison finalement, c'est en 2014 au premier Grand Prix où McLaren fait 2 et 3 sur le podium et se retrouve devant au Exact. classement. Mais c'est le seul moment et c'est le premier Grand Prix de l'RV6 Turbo, mais c'est les deux seuls moments. Et là on parle d'un premier Grand Prix d'une saison et du deuxième Grand Prix d'une autre saison. Sinon, à ce moment de la saison, après 8 ou 9 Grands Prix, c'est quelque chose qui était jamais arrivé. Et les voir comme ça, surtout perdre en plus, pas par un problème de performance, mais par une panique stratégique totale, ça pose la question de la fébrilité mentale du team Mercedes qui peut-être, comme tu l'as dit, après tant d'années, en, a, en a plus qu'assez de dominer. Oh, oh, je pense pas. Je pense pas qu'ils en aient assez de gagner des courses. Bon, c'est assez triste pour eux, mais pour nous fans, c'est quand même assez sympa de voir que enfin il y a une bataille à armes égales entre deux équipes pour la coupe constructeur. Tout à fait. Et puis on peut souligner autre chose aussi dans cette course, et c'est un fait qui commence à devenir assez commun,
c'est que l'écurie As possède, bon, alors un duo de pilotes qui est complètement timbré, mais Oui, lorsque les deux mettent le cerveau en ordre, ça fait quand même très très mal le team As. ah, bien sûr, quatrième et cinquième, meilleur résultat de l'histoire pour As. Grosjean qui enfin ouvre son compteur de points cette saison. Au bout de 14 Grands Prix, il était temps. Mais bon, Oh, c'est méchant. ça fait tout. Ouais, c'est vrai, c'était gratuit, mais ça fait tout de même plaisir. Je suis très fier, j'étais très content pour lui qu'il termine quatrième. Et ouais, du coup, bon, que des regrets, du coup, que de regrets pour As qui aurait dû être nettement plus haut. Bah, qui aurait dû le faire en Australie Quatrième force, déjà, c'était faire 4 bien et sûr. 5 en Australie. Et c'est vrai que c'est un duo de pilotes. Finalement, c'est peut-être l'un des duos les plus forts du peloton lorsqu'ils se mettent en état de marche. Lorsque Kevin Magnussen arrête de défendre comme un gitan et que Romain Grosjean arrive à passer l'optique du premier tour, en termes de vitesse de pointe, c'est quand même assez Ah oui, impressionnant c'est du des duo. monstres. C'est des monstres. C'est des monstres. Et, Magnussen, il ne faut pas oublier qu'il est champion de GP2 devant Stoffel Van Dorn il y a quelques années. et Donc c'est vrai que de GP2, non, de Formule Renault 3.5. De Formule Renault 3.5. ah, il me semble qu'il a été champion de Non, GP2 non, en non, l'année où il arrive en 2011. F1, il est champion du monde de 3.5 l'année d'avant. Il arrive en F1 en 2014 et champion du monde de 3.5 en 2013. La même année où Fabio Leimer est champion du monde de F2. Alors, enfin de GP2. Alors, si vous ne suivez pas la F1, vous ne savez pas qui c'est. Rassurez-vous, on suit la F1, on ne sait pas non plus qui c'est. Ça fait partie des. Voilà, parfois il y a des Suisses obèses qui gagnent le championnat de GP2. Et, Bah, Pantano l'a bien remporté. et Luis Radia était à deux doigts, donc bon, on n'est pas passé loin. Mais une autre performance à souligner, mon cher. Alors, on a parlé de Ferrari, on a parlé de Haas. Continuons de parler de moteur Ferrari. Sauber qui met ses deux voitures dans les points. Euh, Marcus Ericsson qui se remet la tête à endroit. Charles Leclerc qui confirme sa bonne forme. Est-ce que l'arrivée de Vasseur n'a pas finalement complètement changé ce team? Ah bah, je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Rends-toi compte, hein, depuis le Grand Prix de Chine 2015, euh, que les Sauber n'avaient pas fini toutes les deux dans le top 10. C'est quand même énorme. 3 ans, plus de 3 ans. Donc oui, oui, pour moi, Vasseur est d'ailleurs clairement l'homme de la situation chez Sauber. Non, si on parle de l'avenir chez Sauber, on parlait avant ce Grand Prix des rumeurs de Charles Leclerc chez Ferrari. On va parler des deux pilotes séparément. On va commencer par Marcus Ericsson. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour l'avenir d'Ericsson, qui est lié au propriétaire de Sauber pour l'instant? Ah, il faut savoir que Sauber est en partie détenu par un groupe d'actionnaires suédois qui sont assez proches de Marcus Ericsson, pilote suédois. Le petit bonhomme, bon, euh, n'est pas, n'est pas le plus grand des pilotes, malheureusement, mais il faut savoir qu'il est en F1 depuis Et 2014 que déjà. d'année en année, il se défend de mieux en mieux. Et je trouve qu'il a mûri par rapport à sa première saison qui était complètement catastrophique chez Caterham où en même temps on lui a mis un Kamui Kobayashi dans les pattes donc forcément il s'est fait fendre en deux toute la saison Tout à mais c'est fait. vrai qu'il était à un niveau absolument affreux et sur sa deuxième saison enfin Bon, avec Felipe Nasser Nasser l'a quand même pulvérisé, je trouve, avant qu'il ne rentre mystérieusement dans le rang en 2016. voilà, Nasser a été époustouflant en 2004, en 2015 et a quasiment le même nombre de points que Max Verstappen. Et en 2016, le rapport de force commence à s'inverser. Et l'année dernière, avec Pascal Wehrlein, bah, Marcus Ericsson n'était pas si loin du pilote réserve Mercedes. Et il confirme, alors bon, Charles Leclerc c'est peut-être un niveau au-dessus quand même. Mais Marcus Ericsson confirme que bon, c'est pas forcément le plus ridicule du peloton. Il y a peut-être pire aujourd'hui quand même. Oui, il y a nettement pire aujourd'hui, je ne dis personne. Il y a pire et malheureusement, je pense que les deux pires sont aujourd'hui dans la même écurie. Chez, Il me semble aussi motorisé par Mercedes. voilà, chez une écurie qui s'appelle Williams F1 Team et malheureusement Lance Stroll et Sergei Sirotkin. Sirotkin qui je trouve a vraiment baissé de niveau par rapport à ses années en F2, qui est apathique. Je le vois jamais tranchant dans ses attaques. J'ai l'impression qu'il est, c'est un fantôme qui erre à la fin du peloton avec Brendan Hartley et qui s'échange la place de dernier de Grand Prix en Grand Prix. C'est pas qu'une impression, hein, malheureusement. Sinon, pour revenir sur le cas Ericsson, la suite logique serait une année de plus chez Sauber en 2019. Aux côtés de qui? Bon, ça encore, ça reste à déterminer. Mon petit doigt me fait signe
et me parle d'un certain Antonio Giovinazzi. qui attend depuis de longs mois maintenant sa place en F1 et qui Tout à effectivement. fait. Mais alors, si Giovinazzi arrive, c'est que Leclerc part où? Bien évidemment, à l'étape au-dessus, chez Ferrari. Ça semble maintenant assez logique. Oui, oui. Faut savoir que Raikkonen, ça fait depuis des centaines d'années déjà que Ferrari reconduit son contrat pour 1 an seulement. Et bon, ce cirque ne va pas durer jusqu'à l'éternité. Donc, oui, Raikkonen commence à se faire vieux, c'est le Bah, vétéran. je pense qu'on peut dire L'année prochaine, il va avoir 40 ans, il est rentré en retraite le jour où il a signé chez Ferrari en 2014. bien Il est sûr. rentré en retraite à ce moment-là et ça fait 5 ans qu'il se balade, qu'il fait un tour d'honneur. Et il serait peut-être temps de clore le chapitre définitivement. C'est ça, c'est ça. Le Raikkonen des années McLaren qui était tranchant sur la piste, capable du meilleur comme du pire, n'est plus, hein. Même le, même, Là, on est vraiment, même le Raikkonen là, on est des années vraiment Raikkonen du Lotus. pire aujourd'hui. Même le Raikkonen des années Lotus, bien sûr, il était agréable à regarder. C'était une petite bouffée d'air frais après sa retraite forcée à la fin de l'année Ferrari 2009. première édition en 2009. Oui, oui. Ouais, du coup, bah, moi je suis un grand fan de Raikkonen, mais ça me fait mal aujourd'hui. Ça me fait mal de le voir comme ça, de le voir foirer ses départs, foirer ses premiers virages, se faire laminer par Vettel, et servir même des fois de paillasson pour Vettel. Euh, voilà, moi, j'ai envie qu'il arrête, j'ai envie qu'il soit heureux un peu dans sa vie, qu'il gagne des trucs. Alors Donc, bon. tu nous lances magnifiquement pour le troisième Grand Prix. Donc voilà, Grand Prix d'Autriche, erreur totale de Mercedes. Et on arrive au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et là, qui fait l'erreur? Raikkonen. Un, un départ qui est d'une calamité. On dirait un départ de Scott Speed à la grande époque. Euh, Ah oui, ah, une vision dans les 3 premiers virages. Franchement, on n'a pas vu ça depuis Yuji Ide ou des mecs comme ça. Vraiment, il a enchaîné le pire du pire qui était possible en 3 virages pour entrer dans qui? Dans Lewis Hamilton, en Angleterre, en Grande-Bretagne chez Lewis. Enfin, l'horreur totale. ah bah oui, oui, oui. Quand on a vu la Mercedes partir en toupie harponnée par une Ferrari, c'est terrible dans les tribunes anglaises. Ça criait au pugilat. Bon, du coup, ça a un petit peu relancé l'intérêt de la course. On va pas non plus cracher dans la soupe. Mais bon, pour Hamilton, ça l'a clairement dégoûté. On peut le voir d'ailleurs à l'arrivée. Il n'a même pas, il s'est même pas présenté aux interviews post-Grand Prix. Il est directement parti se Ah changer, non, se présenter pour la il était cérémonie du vénère. Est-ce que podium. tu penses, toi, qu'il a fait exprès, Raikkonen, comme l'ont dit certains? Non, non, non. Raikkonen, bon, même si c'est un pilote Ferrari qui se bat contre les Mercedes, c'est impensable, vraiment impensable qu'il se sacrifie tel un vulgaire Nelson Piquet dans le cul d'une Mercedes. À mon avis, c'est une simple erreur de pilotage comme il a l'habitude de faire depuis bien trop longtemps. Malheureusement, Hamilton n'était que victime, n'était que passager pour le coup. Et là, un Grand Prix avec beaucoup de rebondissements. Le premier, donc c'est ce départ catastrophique. Le second, c'est Charles Leclerc qui, alors qu'il était en 7ème position, un problème lors de son arrêt au stand, une roue mal fixée, SO à As, hein, qui nous a fait ça en début d'année, et, et qui ruine sa course chez Sauber, juste avant que son coéquipier Marcus Ericsson. Et là, on va revenir sur ce que tu disais sur le Grand Prix de France, le fait que avoir un virage rapide où on ne freine pas après une ligne droite sous DRS, ça peut être intéressant. Marcus oublie de fermer son DRS et qu'est-ce qui se passe? Accident L'accident, total. l'accident bête. Ah oui, bah, comme Grosjean en fait pendant les essais libres, Tout à fait. c'est-à-dire que le pilote ne referme pas son DRS au moment d'aborder le premier virage, et donc la voiture part en tête à queue immédiatement. D'ailleurs, il faut savoir que seuls les Red Bull étaient capables de prendre le virage DRS ouvert. Il faut savoir que même la Mercedes, même la Ferrari, qui sont pourtant des voitures pas dégueulasses, étaient incapables de prendre le virage avec le DRS ouvert. Mais chez Red Bull, on rappelle que il y a quelqu'un qui est au-dessus du lot en matière de Ah, design. bien Et sûr, bien sûr. on chérit chaque année le fait d'avoir Adrian Newey en F1 qui nous sort des bijoux incroyables. Et cette nouvelle Red Bull en est la preuve.
Ah oui, il ne aérodynamiquement, c'est cesse de bluffant. révolutionner la F1, ça fait bientôt 30 ans déjà. Un jour, tu nous compteras les mémoires d'Adrian Newey. Je compte sur toi, on fera un épisode spécial sur lui. Ça sera, je te fais confiance, ça sera grand. Ah, ce serait un régal de parler de lui. Et donc, après cet accrochage, voiture de sécurité, la vraie, pas la virtual safety car pourrie. Départ, donc départ en groupe. Et forcément, qui dit départ en groupe dit accrochage. Entre qui et qui? Sainz et Grosjean. Un accrochage où aucun n'en voulait à l'autre finalement. Oui, bah, c'était assez étonnant. Bon, même si évidemment, quand tu regardes les replays, tu vois bien que bon, Grosjean essaye tant bien que mal de rattraper sa Haas qui allait partir en tête à queue. Mais bon, euh, quand t'es pilote, tu sais, t'as beaucoup de pression, l'adrénaline, quantité massive dans ton corps. Et ça peut arriver de craquer à la radio ou même d'être un peu vénère, hein, tu vois. Mais là, même pas. Sainz dans un calme vraiment absolu voilà, qui explique qu'il est sorti, Grosjean tout pareil, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Assez surpris d'ailleurs. Et puis une passe d'armes qui était plutôt réglo. Alors la voiture de Grosjean décroche, mais il n'y a pas vraiment d'erreur de la part des deux pilotes. Et finalement, c'est un fait de course après une belle bataille dans un virage où c'est difficile de passer. Et ils nous ont offert un spectacle et aucun des deux ne s'est plaint de l'autre. Et finalement, c'est ça qu'on veut voir de la course. Oui, oui, bien sûr, c'est ça qu'on veut voir de la Formule 1, des tentatives de dépassement à des endroits un peu incongrus, des types qui résistent en restant clean, des erreurs de pilotage, bien sûr. Donc on a tout eu. Pas des DRS sur des lignes droites de 2 Ah km. non, ah non, Ouais. virez-moi ça, Vire- virez-moi ça très Dégagez-nous vite. ça. Il n'y en a pas besoin. Mais, Voilà. et un dernier abandon, celui de Max Verstappen qui abandonne un problème de frein à quelques tours de l'arrivée. Ça fait 2 fois de suite qu'une Red Bull n'est pas dans les points. Red Bull qui perd encore des points dans l'optique du championnat et qui est peut-être définitivement décroché là. Ah oui, non, pour que Red Bull décroche le titre constructeur, va falloir attendre un peu longtemps. À mon avis, ça arrivera pas non plus l'année prochaine avec l'arrivée de Honda dans l'équipe. Même si Christian Horner s'est permis de faire une petite pique en disant que cette année ils auraient plus remporté de Grand Prix avec Honda qu'avec Renault. Bon, c'est les guerres entre Red Bull et Renault, il est temps que ça s'arrête. Parce que ça devient absolument malsain et Oui, cette oui, polémique oui, en est la preuve encore une fois. oui, oui. C'est l'idéal serait de même plus prêter attention à ce genre de déclat, que ça vienne de Red Bull Ouais, comme de Renault. l'idéal serait de ne plus prêter attention à Christian Horner qui est une machine à merde permanente dans les paddocks et qui a contaminé un bon nombre de ses collègues. Et notamment un qui a fini par prendre la porte à force de parler plus haut à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. C'est Eric Boulier, le Frenchie de McLaren, qui, euh, Exactement, oui. qui a fini par se faire dégager. Alors, on espère que ça fera comme avec Monisha Kattelborg chez Sauber qui s'est fait dégager pour laisser la place à Frédéric Vasseur. On espère un choc, mais on voit que McLaren, ça prend l'eau de tous les côtés définitivement. Ah oui, oui. On pensait qu'avec l'arrivée de Renault, McLaren allait retrouver pas le chemin. Oh, quoique, on aurait pu penser aussi le chemin des podiums. Mais bon, là, on est clairement loin. Il n'y a que Alonso qui fait encore un peu illusion et qui nous signe quelques top 10 un week-end sur deux. Bon, Van Dorn, c'est même pas la peine d'en parler. Ouais, en fait, on a l'impression que rien n'est bon chez McLaren. La direction n'est pas bonne, un pilote sur deux n'est pas bon, le châssis n'est pas bon, le moteur n'est pas bon, les stratégies ne sont pas bonnes. C'est assez impensable de voir McLaren dans cette position quand on connaît toute l'histoire de McLaren. Merde, c'est quand même l'équipe qui comptait Prost et Senna dans ses rangs il y a quelques années de ça. Et ouais, je sais pas, c'est à mon avis, le fait de virer Ron Dennis fin Ah. 2016 ne leur a pas fait du bien. Est-ce que tu penses qu'un retour du grand Ron, alors par la grande ou la petite porte, par un rachat dérobé ou une magouille dont il a le secret, pourrait permettre au titre de revivre à nouveau? Ou est-ce que tu penses que même le mal est trop profond? Ah mais tu sais que sérieusement, bon, je pense que Ron Dennis est la solution parce que je sais pas si tu t'en souviens, mais il avait quitté une première fois son poste de directeur fin 2008 au profit de Martin Wismarch Oui.
Et entre 2009 et 2011, McLaren avait perdu grandement de sa superbe. Tout à fait. Et En quand Denis 2011, est avec une revenu, voiture assez bizarre et plutôt ratée. c'est ça, c'est ça. Et quand Denis est revenu, si je dis pas de bêtises, en 2012, l'équipe s'est battue pour le titre jusqu'au bout. Et ils avaient la voiture la plus rapide, ils ont juste été freinés par des problèmes de fiabilité et de chance, mais en 2012, c'est eux qui ont la voiture la plus rapide. Mais moi, je me demande si McLaren n'est pas simplement en train de vivre ce qu'a vécu Williams à la fin des années 2000 et au début des années 2010, c'est-à-dire, c'est une écurie qui a un passé glorieux, mais qui vit actuellement la pire période de son histoire. Alors, il y a du mieux, il y a du moins bien. Voilà, Williams avait alterné entre Cosworth, Toyota. Il y avait un autre motoriste, je crois, dans le lot, mais enfin, c'était pas. Il y avait eu Renault à un moment aussi, mais c'était pas glorieux. Avant un retour un peu en grâce en 2014. Et là, finalement, McLaren vit la même chose. Et il va falloir des profonds changements dans la structure globale. Peut-être que Van Dorn, c'est moins fort que ce qu'on pensait. Peut-être qu'il faut quelqu'un d'autre qui soit plus costaud mentalement aux côtés d'Alonso pour affronter cette équipe. Peut-être qu'Alonso va partir. En fait, on a l'impression qu'il n'y a rien de stable et on ne sait pas qui peut rester à l'heure actuelle. Même Zach Brown, on a l'impression que C'est ça, quand tu vois sa tête c'est pendant chaque exactement Grand ça. Prix, le mec va donner sa démission à la fin de chaque course. Enfin, tout le monde en a marre en fait. Il n'y a pas un mec qui veut rester Mhm. là-dedans. Mais c'est assez étrange que tu fasses le parallèle avec Williams, non pas qui ne marche pas, mais Williams à la fin des années 2000 vraiment dormait presque sur la paille. Alors que quand tu vois McLaren, c'est une équipe qui ne manque pas d'argent. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'ils se permettent de rouler sans sponsor titre. À mon avis, de l'argent chez McLaren ne doit pas en manquer. Bon, Et on sait pourtant, un ils peu font d'où les il mêmes vient, on sait résultats un que peu d'où il Williams. vient. Et voilà, il y a Mansour Oyech qui est avec le McLaren Group. Il y a beaucoup d'argent qui viennent du golf. Bah, bon, c'est un peu l'héritage de Ron Dennis. C'est toujours la nébuleuse McLaren où c'est une petite écurie avec un Exact. petit constructeur, mais il y a quand même beaucoup de moyens derrière. On ne sait pas comment ça arrive, mais ça arrive et vous inquiétez pas, ça arrivera toujours. C'est la différence avec le Williams de la fin des années 2000, mais je fais plus le parallèle par rapport aux résultats en course qui me paraissent, voilà, dans les deux cas. Williams avait beau prendre des pilotes assez. C'était pas du niveau d'Alonso, mais c'était des bons pilotes. On a eu des Rubens Barrichello, on a eu Nakajima qui est venu à un moment. Il y avait Nico Hülkenberg, il y avait Nico Rosberg. Et ça a jamais, pendant cette période-là, ça a toujours été au bas et pas très très haut, quoi. Oui, exactement. Moi, je sais pas si tu as rajouté quelque chose sur le Grand Prix de Grande-Bretagne. Je, je, je sais pas comment tu vois l'avenir de Bah, cette saison. Alors là, nous, on enregistre le vendredi au soir du Grand Prix d'Allemagne. Donc ça sera édité un peu après le Grand Prix d'Allemagne. On n'aura pas du coup les résultats. On en est désolé lorsqu'on parle. Donc peut-être que ce qu'on va dire, comme pour Raikkonen à Monaco, ça sera faux ou vrai. Tout dépend de qui fait analyse. Mais, Verstappen à Monaco. mais, voilà, comment est-ce que tu vois la suite du championnat par rapport à la fragilité de Raikkonen sur ses départs et à la fragilité de Mercedes, enfin de Raikkonen et de Vettel sur les départs, et la fragilité de Mercedes en stratégie qui va réussir à rétablir la barre avant la fin de la saison. Euh, Bah, tu vois, pour les prochains Grands Prix, donc Allemagne compris, et Grand Prix de Hongrie, je vois plutôt un net avantage au Ferrari et au Red Bull en embuscade. Bon, parce que c'est des circuits qui privilégient l'appui aérodynamique. Donc bon, Red Bull n'en manque pas. Les Ferrari semblent un peu plus à l'aise que les Mercedes. Et d'ici la rentrée, on va aborder des circuits, notamment Spa et Monza. Voilà, pour le coup, c'est tout l'inverse. Et bon, l'année dernière, ça avait très très bien marché pour Mercedes. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas encore cette année. Euh, bon, on va avoir des grands prix où Ferrari va être un peu plus sans forme que les Mercedes, des grands prix où ça va être l'inverse. Et à mon avis, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc il va La clé, falloir ça va être de limiter la casse sur les grands prix où tu es moins fort finalement. exactement, exactement la clé, bah, ça va être de jouer l'épicier tout simplement et de prier pour que la fiabilité ne fasse pas défaut jusqu'à la fin de la saison. Bah écoute, ça nous promet une saison intéressante qui l'est pour l'instant. On a eu pas mal de rebondissements. J'ai l'impression qu'on a aussi, alors, à part Williams, un nivellement par le haut des autres écuries. Oui, J'ai l'impression que
Bon, alors Force India a un peu stagné, mais sinon Renault a progressé, Haas a progressé, Sauber a énormément progressé, même McLaren progresse finalement, parce que là on fait les. Voilà, c'est pas du niveau du McLaren d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, mais il faut se rappeler du McLaren de 2015 où il se battait avec les Manor pour la dernière ligne. Ouais, ouais. C'est. Ils avaient perdu d'ailleurs. euh, c'était la grande époque où Alonso et Button, t'avais deux champions du monde qui se battaient pour la 19e place. Euh, Incroyable époque. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un nivellement par le haut et cette saison est finalement plutôt intéressante à Ouais, regarder. ouais, exactement. Ce qui est sympa en fait cette saison, c'est que il n'y a pas réellement de quatrième ou cinquième force précise. À un coup, ça peut être Renault, après ça peut être Haas, McLaren, même Force India, hein, qui est bon, du coup était habitué à être la quatrième force ces dernières saisons et qui bon cette année c'est pas vraiment ça. Et donc du coup bah ça rend des courses intéressantes et ça rend le classement constructeur très intéressant. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une saison beaucoup moins hiérarchisée que les précédentes. Même au niveau de la tête, Red Bull, Ferrari et Mercedes se battent énormément. Alors que les années précédentes, on avait déjà une mini hiérarchie d'établis entre les trois. Et on parle même pas de la suite du paddock. Donc c'est plutôt sympa de voir ça. Et on espère dans les mois et dans les années à venir encore un nivellement par le haut et que d'autres écuries en difficulté s'inspirent de ce qu'a fait Sauber pour s'en sortir. Alors même s'il y a Ferrari derrière, même si bon voilà il y a beaucoup de choses, mais quand même se sortir de là où ils étaient, c'est une belle chose. Entièrement d'accord. Bon voilà, on a fait le bilan de ce back to back to back. D'ailleurs une petite dernière question. En ce moment il y a des interrogations sur l'avenir de la F1 en termes de calendrier. Le fait que certains veulent revenir à 15 courses par an pour privilégier la rareté, le fait que d'autres veulent arriver à 25 courses pour exposer un maximum la F1. Toi, c'était la première fois qu'on avait 3 grands prix, 3 week-ends de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Est-ce qu'au bout du troisième, tu n'avais pas une forme de lassitude? Est-ce que tu étais heureux d'en avoir toujours? Comment est-ce que tu l'as vécu? Euh, sur la fin j'étais blasé, Ah, c'est figure-toi. intéressant ça. J'étais, j'étais assez heureux de voir l'Autriche arriver juste après le Castellet. Hmm. Tu sais que moi j'adore quand il y a des courses back-to-back comme ça où il y a 5 jours entre, entre deux grands prix. Mais là, un back-to-back-to-back, j'ai l'impression que c'est trop. Même si je raffole de la F1, ouais. Euh, trois semaines, trois grands prix, c'est de trop pour moi. Et même 21 cours, je trouve que c'est de trop aussi. Euh, je, Peut-être mon côté nostalgique qui parle, mais les saisons où il y avait entre 16 et 18 courses étaient nettement plus intéressantes. Tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que, allez, 20 grands prix, c'est la limite. Mais là, arriver à 25, ça va être, on va plus en vouloir. Alors, c'est vrai qu'il y a Ah bah beaucoup de, trop de F1, tu l'as F1. et exactement, il y a beaucoup de beaux circuits qui veulent arriver au calendrier. Mais il y a un moment, il va falloir se poser la question. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la F1, le WEC et même le WTCR empruntent souvent les mêmes tracés. Euh, Qu'ils alternent entre ces différents tracés à la limite. L'année où la F1 va pas en Allemagne, et bah, c'est le WEC qui va en Allemagne. Et si l'année d'après la F1 va pas en Chine, bah, le WEC va en Chine. Enfin, alterner comme ça pour toujours avoir des grandes courses dans ces pays-là, mais et permettre de faire tourner les circuits, puisque c'est normal que de nouveaux pays veulent arriver en F1, et c'est normal que nous, la France, on va y revenir aussi. Donc on est très content d'avoir cette année 21 Grand Prix dont la France. Mais si on crée une alternance, peut-être la créer entre différents championnats FIA pour que tous les circuits puissent un peu vivre pendant l'année avec un gros événement, tout en ayant un nombre limité de courses par championnat. Je pense qu'il est grand temps d'avoir une profonde refonte du calendrier et de virer des courses qui sont là depuis bien trop longtemps. Je vise bien évidemment le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de Monaco, entre autres. Bon Monaco, alors bon, Monaco malgré c'est un son... statut particulier parce que alors c'est même pas lié à l'historique, c'est lié à la triple couronne où c'est compliqué de virer à Monaco ou alors en faire une course totalement autre, un Grand Prix de F3 ou quelque chose comme ça à Monaco. à une course hors championnat, par exemple, ça, il parlait de... Je crois que c'est Rose Brown qui parlait de faire revenir des courses hors championnat. Bah, là, du coup, ce serait l'occasion rêvée. Bon, par contre, Grand Prix d'Espagne, il n'y a rien qui le retient. Il est pourri complet. Il n'y a pas de spectacle. C'est même situation pour le Grand Prix de Hongrie, à mon goût, bien sûr, hein, que je trouve soporifique au possible. Alors même si depuis 4-5 ans on a des meilleures courses en Hongrie je trouve,
On a plus de spectacles depuis 4-5 ans qu'on en avait Ah avant. oui, je suis entièrement Mais, d'accord. mais, Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc, je la préfère le Hongrie virage. a beaucoup resurfacé sa piste, a retravaillé son tracé et ça se voit. Les virages ont été élargis et ça se voit. Par contre, c'est vrai que l'Espagne, je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà, le fait qu'on fasse les essais libres sur un des circuits, enfin les essais de pré-saison sur un des circuits où on tourne pour la saison, forcément, toutes les écuries arrivent en Espagne avec leur réglage. L'Espagne, en plus, n'a pas besoin de la F1 pour vivre parce que c'est des fanats de MotoGP plus que de F1 et, Exactement. qu'on dégage ce circuit qui n'a aucune âme où aujourd'hui la MotoGP et le Rallycross arrivent chaque année et en plus il y a l'Euro Formula Open, Il y a le l'Open Clio Cup GT, aussi, si il y je a dis pas de il conneries. y a beaucoup de championnats par année, ils ont de quoi vivre à Barcelone, qu'on laisse la F1 un peu en dehors de Barcelone. Voilà, c'est un circuit où on n'a pas vu une belle course depuis, allez, la résistance de Maldonado en 2012. Et encore, est-ce que c'était une grande course? C'était un beau moment, mais est-ce que c'était une grande course? Ouais, c'était au final niveau spectacle, Voilà. c'était pas terrible. Quelle est la dernière grande course dont tu te souviens en Espagne? Moi, j'en ai pas tant que ça en tête en fait. Ouais. Moi non plus, j'en ai zéro, hein. Pourtant, je suis la F1 depuis 2004 déjà. Les grandes courses en Espagne. Bon, il y a des courses où des pilotes que j'affectionne se sont imposés, mais des courses avec du spectacle, tout ça, zéro. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord sur l'Espagne. Et voilà, aujourd'hui, il y a des pays comme la Thaïlande, comme l'Argentine, comme les Pays-Bas, comme l'Afrique du Sud, qui possèdent des circuits. Et j'en oublie encore, hein, le Portugal, et d'autres pays comme ça qui possèdent des circuits qui pourraient accueillir de la F1. Et pourquoi pas créer un turnover entre tous ces circuits-là et aller une année faire une course de plus en Amérique du Sud, et puis après l'année d'après faire une course en Afrique, et puis l'année d'après faire une course de plus en Europe. Et voilà, et tourner comme ça. Créer un peu un sentiment Ah aussi oui. à casser le sentiment de routine qu'on peut avoir, le fait de toujours aller sur le même circuit chaque année. Alors il y a des historiques qui sont impératifs, je suis d'accord, mais il y en a d'autres, bah pourquoi pas faire un turnover et puis faire profiter la F1 à plus de monde en plus, ce qui rapporterait plus d'argent au calendrier, puisque en amenant la F1 que tous les 2 ans dans un pays, le public vient plus facilement. Ouais, mais ce serait très astucieux, par exemple, de créer un grand prix de l'Afrique, par exemple. Et chaque année, bah, c'était un pays différent qui accueille la Formule 1. Il y a déjà des circuits qui sont présents. Alors, il y a Kialami en Afrique du Sud qui est totalement aux normes. Après, il y a dans le sud de l'Afrique, il y a en Angola et au Mozambique des circuits qui sont pas encore aux normes, mais qui sont de taille suffisante. Alors en Angola se pose la question de la sécurité, mais bon, on a eu aussi cette question à Bahreïn, on l'a eu dans d'autres pays, donc finalement voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'un retour de la Corée du Sud maintenant qu'ils ont un nouveau circuit avec l'Inje Speedium qui est bien mieux qu'Hongam? Est-ce que ça vaut pas le coup de revoir un Grand Prix de Thaïlande maintenant qu'ils ont le Buriram circuit? Voilà, tant de questions qui se posent. Maintenant qu'il y a la Verstappen Mania, pourquoi pas faire tous les 2 ans un Grand Prix des Pays-Bas et voir tous les Néerlandais qui se déplacent sur tous les circuits d'Europe être chez eux une fois tous les 2 ans? Ça serait peut-être incroyable. Et finalement, Bah ouais, oui. peut-être mettre le Grand Prix de Monaco en dehors de la saison et permettre justement à beaucoup de monde qui fait Le Mans et Indianapolis de pouvoir aussi participer au Grand Prix de Monaco et permettre à des pilotes comme Juan Pablo Montoya de retenter leur chance à Monaco, ou d'autres pilotes comme ça qui ont gagné Le Mans et Indy et qui veulent gagner Monaco. Donc ce serait peut-être la bonne idée, t'as raison, de faire de Monaco un Grand Prix hors saison. Oui, mais aussi, du coup, en hors-saison, on pourrait mettre toutes ces destinations qui rêvent de F1, mais pour X ou Y raison, Bah après, n'accèdent pas au calendrier. le coût de la F1 aujourd'hui est beaucoup plus important qu'avant, et faire venir la F1 dans des pays, mais pas pour de la F1 pour une exhibition, ça serait peut-être un peu coûteux aujourd'hui, et peut-être que pour Monaco ça suffirait parce que le Grand Prix se suffit à lui-même, mais pour d'autres pays peut-être les intégrer au calendrier une année sur deux comme l'Allemagne le fait, Oui. ça serait peut-être la solution à Et je moyen trouve terme. Oui, bien ça, sûr. je trouve ça assez sympa d'avoir l'Allemagne une année sur deux. On n'a pas le temps de s'ennuyer, justement, de la présence de tel ou tel Même le circuit. fait qu'avant il varie entre deux circuits, c'était plutôt astucieux pour nous permettre d'avoir toujours Oui. ce sentiment d'aller quelque part de nouveau. Et comme généralement il y a pas mal de pilotes qui tournent sur 2 saisons, euh, on se retrouvait toujours avec des rookies sur un des circuits d'Allemagne et c'était assez sympathique à voir.
Enfin bon, voilà, Entièrement d'accord. on s'éloigne du sujet, mais c'est intéressant puisque c'était la première fois qu'on avait un back-to-back-to-back et voir un triple Grand Prix à la suite. Ça pose toujours des questions sur l'après et sur cette envie qu'a la FIA aujourd'hui et la FOM d'expandre la F1 à travers le monde, de la rendre plus importante à travers le monde. Et peut-être sur le fait qu'il faut attendre parce que même nous, des accros de F1, on n'est pas encore forcément super prêts à ça. Mais voilà, toujours est-il que je te remercie, mon cher Aurélien. Euh, Je te remercie également. Félicitations encore à toi pour avoir été accrédité au Grand Prix de France. C'est un honneur pour cette émission d'avoir quelqu'un d'accrédité à des Grands Prix de F1 qui partage ses opinions. Une grande fierté, en effet. Et on se dit à une prochaine. Alors, pour peut-être un nouveau format, peut-être un review de Grand Prix, peut-être une histoire du Peratar. On ne sait pas, mais ça sera grandiose encore une fois. Et portez-vous bien. Et Ce sera la surprise. gros bisous à vous et au revoir, mon cher Aurélien. Au revoir, mon cher Clément.